Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Happy Muslim Family, dans lequel on traite d'épanouissement de la famille à la lumière de l'islam et des neurosciences. Je profite de la sieste des enfants avant qu'ils se réveillent, j'espère pouvoir finir cet épisode à temps. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler justement d'éducation dite bienveillante, de parentalité positive, savoir par où commencer tout simplement parce qu'il est très très facile de se perdre. Alors dans cet épisode, j'ai tenu à commencer par les bases. Vous verrez à quel point c'est important et à quel point on se met à risque de construire un édifice entier sur une base fragile, tout simplement, lorsqu'on va directement chercher des astuces sans comprendre leur pourquoi et sans savoir sur quoi on se base dans nos choix de parents. Aujourd'hui, on commence à entendre parler de plus en plus d'éducation bienveillante et positive, de pédagogie Montessori, Faber-Maslich, Pigler, Waldorf, neurosciences. Finalement, peu de gens savent vraiment de quoi il s'agit de manière rigoureuse, à moins d'être spécialiste évidemment. Alors je vois l'émergence de comptes sur les réseaux sociaux par exemple, défendant ce type d'éducation, des fois dans le cadre de l'islam, des fois pas du tout. Cet engouement pour moi est un pas en avant, parce que l'histoire de l'homme a un peu trop baigné dans la violence à mon goût et à goût de beaucoup de gens. Mais c'est pas pour autant qu'on a atteint une compréhension suffisante pour que chacun puisse en tirer profit au sein de sa petite famille. Alors je sais que c'est pas la mode de commencer par les fondements, on a direct envie de passer à ce qu'on appelle du concret, même si ça ne l'est pas toujours. On veut des petites astuces miracles qui marchent, on veut savoir comment se faire obéir à tout ce qu'on dit, comment endormir notre enfant en une seconde, savoir s'il y a un bouton dans son dos qui permet de faire ça. Littéralement, des fois on parle de points, d'énergie, de je ne sais quoi, des trucs à côté de la plaque. Comment le calmer en 10 secondes en le portant à l'envers, des choses assez aberrantes pour moi, qui partent d'une pédagogie scientifique. Des fois, ouais, on va se poser la question comment lui apprendre à lire dès ses premiers mois, ou même dans le ventre de sa maman. Bon, je caricature un petit peu exprès, mais c'est bien le tournant que ça prend très souvent quand on fonce dans une direction sans la connaître, sans la comprendre. Le souci, c'est que chercher des astuces sans comprendre les fondements est une erreur, bien que ça soit très répandu, hein. C'est comme vouloir perdre 30 kilos en buvant chaque matin de l'eau citronnée sans rien changer à son alimentation ni à son activité physique, sans vision cohérente en fait de l'ensemble du processus. Et donc forcément les résultats ne seront que superficiels et éphémères. Alors que c'est pas ce qu'on cherche, surtout quand on veut éduquer un enfant, c'est-à-dire c'est un métier d'une vie. Et c'est pareil en fait pour l'éducation, c'est même encore plus pertinent pour l'éducation, car on cherche des petites astuces qu'on applique par bribes incohérentes, on ne comprend pas les fondements et malheureusement, en faisant ainsi, on va droit dans le mur. Donc nous verrons, Inch'Allah, dans ce podcast ce qu'on entend par ce mot d'éducation. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas le mot éducation bienveillante. Et oui, je sais que ça peut étonner, mais je n'aime pas ce mot. Vous verrez très rapidement pourquoi. Je l'évoquerai brièvement, mais je détaillerai plus une autre fois vraiment de fond en comble, Inch'Allah. Et nous comprendrons aussi, surtout, pourquoi il est aussi simple de s'y perdre dans tout ça et comment ne pas s'y perdre. Donc quand on parle d'éducation bienveillante, positive, on induit subtilement, ou pas subtilement du tout parfois, un contraste avec l'éducation classique, traditionnelle, qui est la plus répandue encore aujourd'hui, et on induit qu'elle est malveillante ou négative. Alors le piège est justement de tomber dans cette comparaison malsaine pour savoir à quel camp j'appartiens, pour se croire peut-être supérieur, prendre de haut ceux qui ne font pas comme nous, on va remettre en question leurs intentions. Parce que quand on dit que mon mode d'éducation est bienveillant, contrairement à celui des autres qui est le plus répandu, c'est remettre en question leur intention. Ce n'est pas très bienveillant. Enfin voilà, pour moi c'est quelque chose qui me dérange un petit peu dans cette appellation. Un parent qui applique l'éducation qu'il a reçue, typiquement l'éducation traditionnelle, basée sur les récompenses et les punitions, sur l'obéissance aux parents, construite autour du confort, le plus souvent matériel du parent, il ne faut rien casser, il ne faut rien toucher, il ne faut pas ceci, pas cela. Un parent qui applique ce modèle d'éducation-là, même si je ne suis pas d'accord avec ce modèle du tout,
eh bien, le plus souvent, c'est quand même pas un parent malveillant. C'est un parent, le plus souvent, qui est bienveillant, qui pense sincèrement donner le meilleur à son enfant, le protéger de la dureté de la vie, le préparer aux frustrations, l'éduquer au mieux, tout simplement. Même si, en termes d'efficacité, il n'y en est rien, même si ça cause certains problèmes, ce sont des erreurs éducatives, des fois des violences carrément éducatives, même si on imagine que la violence est uniquement lorsqu'il y a un abus physique, c'est pas ça du tout. En vrai, la violence d'un point de vue psychologique, c'est autre chose. Enfin, je ne vais pas m'y égarer, mais tout simplement ce que je veux dire, c'est que je n'aime pas le terme éducation bienveillante parce qu'elle implique que les autres modes d'éducation ne le sont pas. Alors que la différence entre les deux modes d'éducation n'est pas dans cette intention bienveillante, mais bien dans autre chose. En réalité, là où il y a une grande différence, ce n'est pas dans la bienveillance, mais c'est dans l'empathie. C'est la différence réelle entre les deux modes d'éducation. L'éducation classique n'est pas empathique envers l'enfant. Elle est empathique envers le parent, envers faciliter la vie du parent, peu importe l'enfant, et même au contraire, l'enfant est considéré comme manipulateur, comme capricieux, comme une créature qui ne pense qu'à son bien-être tout de suite. Voilà, j'ai envie de manger tout de suite, tu arrêtes tout ce que tu fais, tu viens me donner à manger, j'ai envie de toucher à tout, de casser tout. L'enfant est considéré comme ça finalement, alors qu'il n'en est rien, ni d'un point de vue religieux, ni d'un point de vue scientifique. La parentalité positive, comme on l'appelle plus communément, et justement, ce qu'elle apporte en plus, c'est cette empathie envers l'enfant, c'est la capacité à se mettre à sa place, à voir le monde avec ses yeux, avec la maturité de son cerveau, comment il est capable de gérer certaines choses, certaines émotions, certaines expériences qui ne sont pas du tout les mêmes que nous, adultes, qui avons déjà de très nombreuses années d'expérience dans ce monde-là. Et donc la révolution de ces pédagogies positives, c'est vraiment dans cette capacité à comprendre l'enfant, à se mettre à sa place, à son niveau, à voir le monde avec ses yeux. Et ça nous permet de comprendre certains comportements qu'on avait l'habitude de diaboliser de la part de l'enfant, certains cris, certaines réactions, certaines crises qui sont complètement normales, finalement, quand on comprend comment il perçoit les choses et comment il les vit. Quand on revient à cette nature saine, justement en islam, l'enfant est considéré comme étant né sur la fitra. La fitra, c'est la nature saine. C'est-à-dire qu'il est né parfait, contrairement à nous qui sommes corrompus. Donc la vision de l'islam, finalement, c'est cette vision qui est très empathique, qui met l'accent sur l'innocence de l'enfant, contrairement à l'éducation que nous avons pratiquement toutes ou tous reçue aujourd'hui, qui est très baignée dans les violences et qui considère l'enfant comme étant limite un être diabolique qui cherche juste à faire du mal aux parents, qui cherche juste à les déranger. Je peux dire éducation bienveillante, juste pour qu'on sache de quoi je parle, mais voilà, je préviens que pour moi, ce n'est pas à mettre en contraste avec l'éducation classique dans le sens de l'intention du parent. Je sais que la très grande majorité des parents, qu'ils fassent ou non des erreurs, ont une bonne intention envers leurs enfants, c'est une intention bienveillante, mais qui manque d'empathie dans la majorité des cas, et donc de résultats aussi, parce que l'empathie, ce n'est pas uniquement pour vivre dans un monde des bisounours où tout le monde s'aime, tout le monde va être heureux, etc. C'est pas du tout ça l'objectif, c'est aussi efficace. L'empathie, c'est vraiment ce qui permet de vivre vraiment de manière sereine et de se développer pleinement, d'exploiter son plein potentiel en tant qu'être humain. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en plus de ça efficace, qui apporte des vrais résultats, des résultats d'une vie meilleure à tous les niveaux, niveau spirituel, niveau matériel, niveau familial, enfin voilà, à tous les niveaux, intellectuel aussi, parce qu'un cerveau qui n'arrive pas à se développer à son plein potentiel n'est pas un cerveau qui va aller très loin d'un point de vue intellectuel. Il va ressasser certaines choses, il va lutter juste pour survivre et non pas pour aller au bout de son potentiel. Donc je sais qu'il est facile de se perdre lorsqu'on a envie de commencer. On a envie de s'intéresser à ce sujet-là, on a envie d'appliquer une éducation bienveillante, voilà, avec les restrictions que j'y ai mises, mais que je vais détailler une autre fois, Inch'Allah, avec quelques petites anecdotes intéressantes à connaître. Donc
il est vraiment très facile de s'y perdre. On peut s'y intéresser et dire oui, moi ça me parle en fait, c'est comme ça que je vois l'éducation. J'ai pas envie d'être en conflit avec mon enfant, avec mon époux d'ailleurs, ça s'applique presque pareil. Euh, j'ai envie d'une vie de famille épanouie, sereine, j'ai envie de me sentir bien avec mes enfants, j'ai pas envie d'être là en conflit en permanence. Comment faire? Comment commencer? On a aussi certaines idées reçues. On s'imagine des fois que c'est trop compliqué. On s'imagine que ça demande une patience et un calme extraordinaire que peu de gens ont de manière naturelle. Ou alors on s'imagine l'inverse, que c'est trop facile, que du coup tout devient hyper facile dans la vie, que ça ne demande aucun effort, que du coup la vie devient rose, blanche, je ne sais quoi. Ça ne demande aucun effort et tout roule comme sur des roulettes. Voilà, bref, je m'étale, je dis n'importe quoi, mais on s'est compris, c'est ni l'un ni l'autre. L'éducation empathique n'est pas plus facile qu'un autre type d'éducation, mais n'est pas plus difficile non plus. Il y a des choses qu'elle rend beaucoup plus simples. Typiquement pour les personnes hypersensibles comme moi, je ne supporte pas le bruit, et bien c'est quelque chose qui m'aide énormément, parce que l'éducation classique, c'est typiquement l'éducation où dans la maison, ça va être des bruits en permanence, ça va être des cris, de tout le monde, de la part de la maman, du papa, des enfants. Ça va être un environnement qui est très électrique, on va dire, par rapport à lorsqu'on fait le choix de l'éducation empathique, lorsqu'on fait le choix de la patience, de la bienveillance à l'état pur, c'est-à-dire qu'on se rappelle en permanence de pourquoi on fait les choses, qu'on renouvelle notre intention et on attribue des bonnes intentions à l'enfant et aux parents. On n'attribue pas des intentions malsaines, il veut faire un caprice, il veut me manipuler, etc. Et ça donne vraiment un mode de vie qui est beaucoup plus calme, mais ça reste difficile. Enfin, ça a ses propres difficultés et ça a ses propres aspects qu'elle facilite largement. Alors j'ai une mauvaise nouvelle. Il y a une raison bien précise pour laquelle il est aussi facile de se perdre quand on veut vraiment appliquer cette éducation-là. Tout simplement, les sources fiables sont rares. Et le contenu sur Internet, lui, par contre, est pléthorique. C'est-à-dire qu'on a en même temps pas assez d'informations fiables et en même temps on a trop d'informations qui n'est pas fiable. Et donc, il y a comme deux conditions pour avoir accès à ces sources fiables. Il faut soit être familier avec la lecture et l'analyse d'articles scientifiques de référence. Il faut donc connaître la méthode scientifique, la maîtriser, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, forcément. Tout le monde n'a pas un parcours scientifique qui va lui permettre de comprendre un article scientifique et savoir l'appliquer, savoir en tirer ce qui va lui servir dans la vie de tous les jours. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde ait cette capacité-là. Ça s'étudie, c'est des études longues même, qui ne s'improvisent pas. Soit il faut avoir une situation financière privilégiée pour se former auprès des vrais organismes de référence. Par exemple, l'association Montessori officielle, l'AMI, qui est la véritable garante de cette méthodologie, de la pédagogie Montessori. Bien sûr, il n'y a pas que celle-là, mais là je donne un exemple. Donc, c'est l'association officielle, elle propose des formations, mais elles sont plutôt chères. Par exemple, pour celle d'éducation des enfants de 0 à 3 ans, elle est à 10 000 € à peu près. Enfin, 9 900, voilà. Elle est à 10 000 €. La seconde de 3 à 6 ans, elle est aussi à 10 000 €. Et il me semble qu'elle n'est même pas finançable par le CPF pour ceux qui veulent. Donc à moins de vouloir en faire un métier, sortir 20 000 € juste pour savoir comment éduquer notre enfant de 0 à 6 ans, c'est quand même énorme pour la majorité des parents. C'est pas quelque chose qu'on peut se permettre. Et au-delà de l'argent, au-delà des aspects financiers, c'est beaucoup de temps, c'est un investissement en temps et en argent que tout le monde ne peut pas se permettre. Donc on se dit, mais moi je veux bien, d'accord, mais est-ce que pour avoir une information fiable, je vais devoir passer par ça, soit refaire mon histoire et devenir scientifique, soit ou alors avoir des moyens extraordinaires juste pour apprendre à éduquer mes enfants. Enfin, c'est pas normal d'avoir uniquement ces choix-là. Alors en effet, il y a aussi d'autres organismes qui essaient de vulgariser ces connaissances-là, les rendre accessibles, mais leur contenu reste aussi cher, très souvent, même si ce n'est pas là, au niveau de ce que j'ai cité précédemment. Il n'est pas forcément adapté. Et il y a aussi une autre problématique majeure
pour les parents musulmans de manière précise, qui est de s'assurer que ces connaissances soient réellement conformes à notre religion et réellement scientifiques. Parce que généralement, ce qui est prouvé par la science, il s'avère, enfin c'est extraordinaire et c'est ce que j'aime beaucoup dans ma religion, c'est il y a toujours une adéquation entre les deux. Tout ce qui est prouvé par la science, on le retrouve dans notre religion et vice-versa. Donc je trouve ça merveilleux et ça renforce ma foi quand je tombe sur des recherches scientifiques, des études scientifiques, qui ne font que confirmer ce qui est déjà dans des hadiths, etc. Et je fais le lien entre les deux, et certains savants surtout font le lien, et ils nous permettent de l'appliquer dans notre vie de tous les jours, à nous, parents, tout simple, etc. On n'a pas forcément envie d'aller creuser, ce n'est pas non plus notre métier, mais on a juste envie d'avoir ce qui va nous servir en tant que parents dans notre vie de tous les jours. Donc il y a cette problématique de savoir si c'est conforme à notre religion ou pas. Et lorsqu'on part uniquement de sources de notre religion, ça ne va pas non plus nous donner certaines situations de la vie de tous les jours, ça ne va pas non plus nous donner les dernières recherches, ça ne va pas nous donner accès à ce qui a été mis en place, les expériences qui ont été mises en place, des choses, par exemple les écrans. Tu ne peux pas trouver une source de référence dans notre religion qui parle des écrans, de manière directe en tout cas. Donc c'est ce travail conjoint des neurosciences d'un côté et de la religion de l'autre. C'est ce travail conjoint-là qui permet de vraiment prendre le meilleur pour donner le meilleur à nos enfants. Donc je rappelle la position de Happy Muslim Family, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est que pour apprendre n'importe quel domaine, typiquement dans ce qui touche à l'éducation, il faut le prendre selon le filtre de l'islam. Et ce n'est pas donné à tout le monde, encore moins en langue française. Alors justement, là, c'est un peu ce qui nous a poussé à créer ce compte. On dit, mais il y a une urgence là, en fait. Même quand on trouve du bon contenu, il n'est pas disponible en français. Il faut parler l'arabe, qui est ma langue maternelle, pour rappel. Donc, comment faire, en fait, tous ces parents musulmans francophones, comment ils vont faire, finalement, pour avoir une information fiable qui soit vraiment prouvé par les neurosciences et conforme à notre religion et disponible en français, ça n'existe pratiquement pas. Et quand ça existe, c'est un niveau de qualité vraiment pas à la hauteur et pas pratique en fait, et qui n'est pas orienté vers des problématiques réelles. Je vais donner un exemple très 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 important. Pourquoi on ne peut pas apprendre les pédagogies positives sans les soumettre au filtre de la religion islamique. On voit par exemple l'essor de certaines écoles, par exemple Steiner-Waldorf, qui contient quelques éléments bons, mais qu'il faut fuir absolument lorsqu'on tient à rester sur la voie de la droiture islamique. Alors sa conception est non seulement très imprégnée de christianisme, mais bien plus grave que cela, elle est soupçonnée de dérives sectaires, et pas juste soupçonnée d'ailleurs, c'est carrément une secte, selon la définition scientifique du terme secte, et qui se prétend scientifique, alors qu'elle ne l'est absolument pas, et ne respecte pas du tout la méthode scientifique, qui est basée par exemple sur le courant anthroposophique et occultiste. Alors son fondateur est aussi connu pour son racisme assumé, ce qui n'a strictement rien de bienveillant, on est d'accord, et pourtant on le retrouve de plus en plus. On retrouve des écoles reposant sur la pédagogie Waldorf, presque au même titre que Montessori, qui est complètement innocente de ces trucs-là. Oui, je viens de dire truc, c'est pas grave, c'est comme ça m'arrive de ne pas trouver mes mots. Je rappelle que le français n'est pas ma langue maternelle. Revenons à nos moutons. Alors, pour toutes ces raisons-là, pour tous ces risques-là, pour moi c'est très très important de commencer par les bases, pour éviter de tomber dans ces dérives-là à la mode et ne pas prendre de risques sur l'éducation de nos enfants qui est, je le rappelle, une adoration qui donne l'un des plus grandes récompenses qu'on puisse imaginer. Est-ce qu'on s'imagine juste une seconde d'avoir le paradis sous nos pieds? C'est juste une récompense inimaginable. Donc ça ne peut pas être un rôle à prendre à la légère. Donc pour résumer ces fondements, et qui sont aussi la position de Happy Muslim Family, les piliers sur lesquels on se base, c'est de s'informer à la lumière de l'islam authentique et de la science véritable, qui est donc soumise à la méthode scientifique, et cette dernière qui est basée sur un raisonnement logique, argumenté et sourcé auprès des sources fiables et sans ambiguïté. Et justement, au vu de cette complexité,
on a décidé de créer avec mon mari Happy Muslim Family pour transmettre ces connaissances fiables de la manière la plus simplifiée, la plus concrète et la plus pédagogique possible, Inch'Allah. Revenons à l'éducation positive. Alors nous avons presque tous grandi dans un modèle plus traditionnel de l'éducation. Peu importe si on a grandi en France ou dans un pays musulman ou pas, c'est indépendant. L'humanité entière a un peu baigné dans ce modèle-là, avec quelques différences culturelles locales évidemment. Certaines qui sont passées qui ont été un peu plus soumises, on va dire, à certaines propagandes de l'industrie, typiquement de l'agroalimentaire et l'industrie de la puériculture, qui ont fait des ravages un petit peu par rapport à certaines pratiques plus qu'importantes pour l'enfant. Donc nous avons presque tous grandi dans ce modèle-là qui repose sur l'obéissance stricte aux parents, d'ailleurs aux tuteurs, c'est pas forcément le parent, et à tout adulte qui détient cette autorité, notamment par son seul âge. Le seul âge, des fois, il définit si on doit obéir à la personne ou pas. Cette obéissance est considérée presque sacrée, au-delà de la morale, au-delà de ce qui est juste dans l'absolu, au-delà même de la religion et de ses préceptes. Les résultats sont donc plutôt aléatoires, aussi divers que les valeurs de l'éducateur lui-même, qui n'est jamais parfait et qui calque de force ses propres défauts à l'enfant. Ce modèle repose notamment sur le principe de récompense et de punition, d'ailleurs surtout des punitions dans la majorité des cas. Il y en a beaucoup qui mettent l'accent sur les punitions mais jamais sur les récompenses. Alors, un petit rappel ou plutôt un petit spoil pour ceux qui ne connaissent pas encore, dans la pédagogie bienveillante, c'est ni l'un ni l'autre. Voilà. Mais on y reviendra en temps venu, Inch'Allah. Donc ce modèle-là établit un rapport de force entre le parent et l'enfant, un rapport strictement hiérarchique dans lequel l'enfant appartient à son parent, qui se réserve donc le droit presque divin de recourir à la violence s'il le souhaite. Et si tu ne peux pas juste intervenir, tu vois un enfant par exemple dans le parc qui est battu par son parent, tu n'as pas le droit d'intervenir en tant qu'étranger, lui dire mais ça ne se fait pas, il va dire c'est mon enfant, c'est ma propriété, donc j'en fais ce que je veux. Même en tant qu'individu externe, tu n'as même pas le droit à émettre de réserve ou de doute ou même d'opinion sur cette éducation-là, sachant qu'en islam, c'est pas exactement comme ça et c'est un rôle qui, s'il n'est pas respecté, ça devient un fard kifaya. Un enfant qui n'a pas de parents, c'est le devoir de tous les musulmans, de manière collective, de l'éduquer. Et bien sûr, voilà, fard kifaya, ça veut dire que du moment que quelqu'un le fait, l'obligation elle est levée pour les autres. Mais si personne ne le fait, nous sommes tous responsables. Donc au-delà de l'aspect moral de cette éducation traditionnelle, on va s'intéresser à ses limites d'un point de vue scientifique. Car il est aujourd'hui démontré, même si en science nous parlons en général de théorie et jamais de vérité absolue, il est quand même démontré qu'elle est nuisible pour le développement de l'enfant, qu'elle contribue à générer des adultes à leur tour violents et frustrés. Donc l'essor et l'engouement aujourd'hui actuel de cette éducation-là positive a fait suite à la publication de certains résultats concrets de recherche sur plusieurs décennies. Donc c'est pas juste venu du jour au lendemain, on émet certaines hypothèses et on part dessus. Non, c'est plusieurs décennies de tests, d'expériences qui ont fait des preuves sur pas même seulement une seule génération, mais sur plusieurs générations. Même si ça reste quand même relativement nouveau. Donc à la fin du 19e siècle, je rappelle 1800 et quelques à la fin, 1890 tout ça, donc on voit l'émergence des premières études visant à étudier l'impact d'une nouvelle pédagogie éducative, mais cette fois l'empathie et le respect au centre de son approche. Parce que typiquement, ce qu'on mettait au centre, c'était pas du tout l'empathie et la vision de l'enfant. On essayait de développer de nouvelles méthodes qui vont faciliter la vie du parent. Qui vont rendre l'enfant le plus robotique possible, l'enfant modèle qui est sage, entre parenthèses, qui ne bouge pas, qui ne casse rien, qui ne fait rien, qui ne fatigue pas le parent, qui a déjà d'autres choses à faire dans l'ère industrielle de production massive d'objets, de recherche de la richesse à tout prix. C'était ce qui était courant un peu partout dans le monde. C'était croître à tous les prix. Il y avait aussi d'autres considérations de liberté, de droits de l'homme. Je ne sais pas si on se rend compte vraiment
à quel point le monde a changé en un siècle, mais c'est pas le même monde, hein, faut se le rappeler. On commence à ce moment-là à se remettre en question. Bien sûr, c'était assez marginal à ce moment-là, à se dire, et si on étudiait les effets d'une pédagogie différente, juste pour voir est-ce que vraiment ce qu'on raconte est vrai, à savoir quand on donne de l'amour à un enfant, quand on lui donne de l'empathie, du respect, est-ce que vraiment il devient un enfant roi, est-ce que vraiment il devient un enfant gâté, si on le fait d'une manière intelligente, hein. Je ne parle pas des enfants à qui on donne absolument tout et il y a pas d'amour réel derrière, il n'y a pas d'attention réelle, c'est juste une accumulation d'objets qui n'a pas de sens, c'est juste un oui, 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 c'est du laxisme, ça c'est pas de la pédagogie. Juste petit rappel très rapide, la pédagogie, elle n'est dans aucun extrême, ni dans l'autoritarisme, ni dans le laxisme. Les deux qui sont considérés violents par rapport à l'enfant. L'un parce qu'il est trop violent, trop présent, qui lui impose des choses, et le laxisme parce que c'est un mode d'indifférence à l'enfant. C'est une éducation qui n'est pas éducative d'ailleurs, mais qui est complètement indifférente à l'enfant et à comment il peut réagir, qu'est-ce qu'il peut ressentir, quels sont les effets de ces choses-là qu'on va lui permettre. Quelqu'un qui autorise un enfant à se jeter par la fenêtre, c'est typiquement une personne laxiste, ce n'est pas une personne bienveillante finalement. Elle n'a pas suffisamment d'amour pour l'enfant pour prendre les bonnes décisions, pour se renseigner, pour faire les bons choix. Revenons à l'essor de cette pédagogie. Donc ce qui a été assez révolutionnaire, c'est de mettre pour une fois l'empathie au centre de cette approche. C'est-à-dire qu'on se dit, on va essayer de voir le monde à travers l'enfant. En fait, c'est l'enfant qui va nous raconter son monde. C'est lui le constructeur de l'homme, finalement. N'avons-nous pas tous été enfants un jour ? Et si on revenait à ça ? Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais enfant, j'avais aucune mauvaise intention envers qui que ce soit. J'étais juste en recherche de compréhension, en recherche de logique de ce monde. Quand j'étais bébé et que je pleurais, je ne voulais nuire à personne. Ce n'était pas du tout l'objectif. Et donc, on a tendance à l'oublier, on a tendance à voir quand l'enfant tombe malade, quand il pleure, quand il essaie d'exprimer quelque chose, on a tendance à lui attribuer des mauvaises intentions, alors que nous-mêmes, on y a été et on sait parfaitement qu'on n'a jamais eu de telles mauvaises intentions. Donc pourquoi on l'attribue à nos enfants à nous et aux enfants des autres ? Et donc ce qui était révolutionnaire avec cette approche-là, typiquement du docteur Maria Montessori, qui est un médecin, une pédagogue italienne, l'une des premières femmes médecins d'ailleurs qui a connu le monde occidental. Je dis occidental parce que dans le monde musulman par exemple, la femme avait un rôle assez différent de ce qu'on peut lui imaginer. Il y avait des femmes savantes, enfin... Je m'écarte du sujet. Donc, Maria Montessori, c'est une femme médecin, pédagogue, qui est venue donc avec une vision très très tranchante avec ce qui était pratiqué partout ailleurs. Et c'est là le côté vraiment révolutionnaire de son approche. Et donc, surtout pour son époque d'ailleurs, où personne n'avait aucune considération quelconque pour l'enfant. Peu importe le milieu, hein, je ne parle pas uniquement de l'Italie, c'est vraiment dans le monde entier. Même la femme était infantilisée dans le sens où, encore une fois, le mot infantilisé, je le prends avec des pincettes parce qu'il reflète beaucoup ce manque de respect envers l'enfant. Quand on veut dire qu'on traite mal quelqu'un, qu'on le traite comme un imbécile, on dit qu'on l'infantilise. Et ça en dit long sur comment on traite les enfants. Parce que pour moi, on ne doit pas infantiliser les enfants eux-mêmes. Ce sont des êtres intelligents, des êtres assoiffés de connaissances, des êtres nés sur la fitra, la nature saine, et donc qui méritent du respect, qui méritent qu'on leur accorde du temps, qu'on les éduque comme il faut. D'ailleurs, c'est notre rôle de parents sur lequel on sera jugé un jour, pour ceux qui croient au jour du jugement dernier, comme c'est mon cas. Et donc, même la femme, un adulte, avec son cerveau entier, était infantilisé dans ce sens-là, traité comme un être inférieur qui était incapable de réfléchir. Alors, je vous laisse même pas imaginer l'enfant. Donc plus d'un siècle après la parution des premières études de Maria Montessori, même si, attention, elle n'était pas la seule, et jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas la seule, même si c'est devenu un mouvement de référence, parce que vraiment, elle a apporté un côté révolutionnaire à cette approche que personne n'osait vraiment entamer à ce moment-là, et qui a fait ses preuves sur la durée.
Donc c'est pas encore nouveau comme certains pédagogues aujourd'hui qui n'ont pas encore vraiment prouvé leurs travaux sur la durée, tout simplement parce que c'est nouveau. Il faut au moins quelques décennies pour voir vraiment l'évolution de ces enfants-là qui ont été traités de cette manière-là. Donc ça restait une sorte d'expérience sur ces enfants. Donc plus d'un siècle après la parution des premières études de Maria Montessori, nous avons aujourd'hui les résultats des graines semées à l'époque. L'effet de cette éducation sur plusieurs décennies. Et c'est là, en fait, où on se dit, c'est incroyable quand même. On a une chance incroyable d'avoir accès à ces études-là. C'est des résultats qui sont d'ailleurs sans appel et qui sont efficaces. Les enfants qui ont pu bénéficier de cette pédagogie positive, empathique, je dirais, sont devenus des adultes moins violents, beaucoup moins que les autres, plus épanouis, plus heureux, plus confiants, plus empathiques à leur tour d'ailleurs. Ils ont quelque part rompu un cercle de violence et même la réussite matérielle, la réussite dans la société était plus au rendez-vous avec ces enfants-là qu'avec des enfants qui étaient éduqués de manière classique, qui est quand même un modèle assez violent. Donc cette éducation a permis de réduire, dans les milieux où elle a été appliquée, non seulement la violence contre les enfants eux-mêmes, mais la violence tout court. De nombreuses études ont suivi par la suite, et nous avons aujourd'hui des figures de référence dans le domaine qui contribuent à réduire la violence finalement à sa source, c'est-à-dire pendant l'enfance, pendant l'éducation, sauf en cas de maladie particulière bien sûr, mais c'est vraiment une approche qui réduit la violence à sa source. Et c'est ça encore un aspect très révolutionnaire. Je vais aller voir mon bébé, je reviens. Me revoilà, il va bien, ne vous inquiétez pas. Donc je disais que ça permet de réduire la violence à sa source, parce que la source, c'est vraiment pendant que le cerveau est immature. Donc c'est typiquement pendant l'enfance, mais ça peut être aussi pour, par exemple, certains criminels qui ont quand même eu une enfance relativement normale et qui ont quand même commis certains crimes, sauf que quand on s'intéresse de plus près à leur cerveau, on remarque quand même qu'il était immature. Même si à cet âge, normalement, il est supposé être mature, mais il ne l'a pas été. Donc cette pédagogie alternative à la pédagogie qui était la plus répandue, qui l'est encore malheureusement aujourd'hui, et qui est basée sur une violence qui est explicite, mais surtout implicite, ce modèle-là a quand même permis de réduire les violences parce qu'il les a traitées à leur source, c'est-à-dire dans le cerveau humain, à un moment où il est en phase de développement, pendant qu'il est immature et donc typiquement pendant l'enfance. Donc au-delà des fondements scientifiques, c'est-à-dire qu'on comprend les liens qui sont faits dans le cerveau pour donner les résultats observés, on a aussi des applications très concrètes, des modèles très concrets et qui sont faits à grande échelle, comme typiquement c'est le cas de la Suède. Donc j'ai déjà écrit un post à ce sujet. La Suède, qui a aboli les châtiments corporels en 1979, malgré 70% d'avis défavorables dans la population à ce moment-là, a observé les résultats et donc une génération après, c'est 95% de la population qui est favorable à cette loi. Donc il y a eu un changement de mentalité qui s'est opéré entre-temps, tout simplement parce que les effets positifs ont été constatés par tous. Et c'est quoi ces effets positifs ? Eh bien, tenez-vous bien, les crimes, les placements au foyer, les vols, la consommation de drogue, la consommation d'alcool, les suicides, tout cela a baissé drastiquement. Donc imaginez-vous que les prisons ont dû fermer faute de détenus. Il n'y a pas assez de gens à mettre en prison. Donc on a dû les fermer et construire des écoles à la place. N'est-ce pas merveilleux quand même ? Moi, je trouve que c'est un modèle de société qui est beau. À la place les prisons laissent la place à des écoles. C'est magnifique. C'est-à-dire que le crime laisse la place à l'éducation. C'est un modèle idéal vers lequel on devrait tendre et qui est assez représentatif du message de l'islam et aussi de la société islamique, surtout à ses débuts, qui était beaucoup plus imprégnée de ses valeurs et qui les appliquait réellement et auprès des meilleures personnes pour en parler, à savoir le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, les personnes qui ont suivi, qui étaient vraiment au plus près du message et donc qui le comprenaient, qui étaient encore très attachés à ce message. C'est le modèle de la Suède, c'est quand même un rêve pour de nombreux pays, qui manquent de cohérence d'ailleurs,
qui, au lieu d'instaurer de l'empathie dans leur système éducatif et donc régler le problème de la violence à sa source, ils préfèrent ajouter des caméras de surveillance, plus de rigueur dans les prisons, limiter les libertés individuelles, etc. C'est pour moi, et pour toute personne sensée à mon avis, c'est une erreur. Un exemple que je donne assez souvent, qui pour moi est très représentatif, c'est comme traiter les symptômes d'une maladie sans se soucier de son origine, sans se soucier de sa source. Par exemple, imagine tu as une hémorragie et tu mets un pansement dessus. Bon ben bravo, tu verras pas le sang couler, mais c'est pas pour autant que tu as résolu le problème. Donc la Suède a aujourd'hui un chiffre de décès d'enfants dû à la maltraitance quasi nul. C'est incroyable quand même. Pour moi, en tant que musulmane, ce chiffre-là devrait être présent dans les pays musulmans et non pas ailleurs. Mais bon, je ne fais pas de politique, je ne compte jamais en faire, c'est pas du tout le sujet, mais voilà, il y a une certaine incohérence quand même entre la pratique et ce qu'on est supposé pratiquer. Et donc, la Suède, qui est un pays non musulman, et il a un chiffre de décès quasi nul dû à la maltraitance. Moi, j'aurais aimé voir ces chiffres partout dans le monde, c'est mon rêve. Donc, en France d'ailleurs, par exemple, la France aussi, qui est un pays occidental qui devrait se comparer plutôt bien à la Suède, même si voilà, des différences culturelles assez grandes, on a quand même 2 enfants qui meurent sous les coups de leurs propres parents tous les jours. C'est absolument inadmissible. Et quand on voit des modèles existants aujourd'hui, comme celui de la Suède, avec un lien direct entre la diminution de la violence et l'éducation respectueuse de l'enfant, c'est un lien direct tout simplement et sans équivoque. Donc pourquoi ne pas simplement reproduire ce qui a marché et bien sûr le reproduire sur des bonnes bases qui sont les nôtres. Mais en tout cas, ce que personne ne peut nier, c'est le lien entre cette éducation-là, la mise en place de ce système éducatif-là et la réduction des violences, des crimes, des délits et ce dont on devrait lutter activement en tant que citoyen et en tant que musulman de manière encore plus exacerbée. Donc on a vu que ce mode d'éducation a des fondements basés sur la méthodologie scientifique, qui est plus que conforme aux enseignements de notre religion, même si on s'en est éloigné au fil des siècles et au fil aussi des conflits géopolitiques, des conflits sociaux, etc., qui font que on a tendance à moins s'intéresser à ces sujets, pourtant qui sont la source d'autres conflits. On a vu que certains modèles à échelle d'un pays entier, ça a prouvé un peu son efficacité justement en lien avec les résultats observés par les pédagogues qui ont lancé ce mouvement-là, lancé ce renouveau éducatif. On a vu que même si l'intention de la majorité des parents est bonne, eh bien, on ne peut quand même pas prendre pour acquis l'éducation qu'on a nous-mêmes reçue, qu'on veuille faire la même chose ou au contraire qu'on veuille faire exactement l'inverse de ce qu'on a reçu. Tout ça, c'est pas la bonne approche. Il ne faut pas se baser sur soi-même, il faut se baser sur une source fiable qui a fait ses preuves et surtout qui respecte les principes de notre religion qui est parfaite, je le rappelle, et qui contient déjà toutes les clés pour vivre dans la justice, ne pas commettre d'injustice envers nos enfants ou envers nous-mêmes, qui permet de vivre dans la sérénité, de vivre épanoui, de vivre en phase avec soi-même, en phase avec notre mission de vie, qui est une mission très très belle, une mission d'apprentissage, une mission d'œuvre bénéfique, une mission d'adoration. Tout ça ne peut pas se faire dans la violence, ne peut pas se faire dans les conflits, ne peut pas se faire de manière à improviser complètement notre rôle sans se renseigner. Nous sommes quand même dans une religion qui invite à l'apprentissage, une religion dans laquelle la science, le savoir est un devoir. C'est quand même assez rare de trouver une religion qui rend la science comme un devoir. Ce n'est pas juste une option, ce n'est pas juste un bonus qui t'élève en degré, c'est un devoir. Et on apprend, c'est un devoir d'apprendre, mais c'est aussi un devoir d'appliquer ce qu'on apprend. Et il y a tellement de choses à apprendre, si on passait toute notre vie à apprendre, on n'en finirait pas. C'est ça qui est magnifique aussi pour les assoiffés d'apprentissage, c'est qu'il est impossible de s'ennuyer.
Et même quand on pense avoir appris quelque chose, quand on passe à l'acte, eh ben, on réalise à quel point on est encore un peu loin et qu'on a encore de la marge d'évolution. Et on a déjà toutes les clés dans notre religion, mais on essaie de compléter pour pouvoir les appliquer au jour le jour, compléter avec justement ce qui a été prouvé dans les neurosciences, notamment là, puisqu'on parle de parentalité. Ces neurosciences qui viennent nous aider à appliquer ce que notre religion nous a déjà appris, qui est une source intarissable d'apprentissage. Et plus on en applique, plus on apprend, plus on voit à quel point on est encore loin et on a encore de nouvelles choses à apprendre, des horizons qu'on pensait même pas pouvoir atteindre. C'est un peu comme quand on voit l'horizon au loin, on s'approche, on a l'impression qu'on est plus proche de l'horizon, sauf que c'est un horizon de nature inatteignable. Et c'est la même chose avec l'apprentissage de notre religion. Plus on s'approche, plus on réalise en fait que c'est infini, qu'on passera toute notre vie à apprendre, on aura toujours de nouvelles choses à apprendre et à appliquer. Et c'est un peu cet appel-là que j'ai envie de faire, c'est d'apprendre, de ne jamais rien prendre pour acquis, de ne jamais avoir l'orgueil de penser qu'on sait suffisamment, d'avoir l'humilité de chercher auprès des sources fiables, de ne pas suivre n'importe quoi, n'importe qui surtout. Limite, vaut mieux ne pas suivre une chose, une tendance, une information plutôt qu'en suivre une sans être certain qu'elle est fiable. Et c'est pareil dans l'éducation, dans la parentalité, on pense pouvoir savoir. Bien sûr que dans notre fait à nous aussi, dans notre intuition, dans notre nature saine, on sait de manière très intuitive ce qui est bon ou pas pour nos enfants. Simplement, nous ne sommes plus sur cet état d'intuition en fait. Nous avons été corrompus finalement par tout ce qu'on a vu toute notre vie. À force de voir certains comportements, ils commencent à être naturels pour nous et on pense qu'ils sont naturels alors qu'ils ne le sont pas. Comme le fait de frapper son enfant, comme le fait de crier, on pense que c'est ce qu'il faut faire, on pense que c'est ça la norme. Mais on ne peut plus se fier à notre intuition parce qu'on baigne dans un environnement qui est loin, loin, loin de la nature saine, qui a oublié certaines choses qu'on a tous connues au moment de notre naissance. On les a oubliés, tout simplement, on est trop éloigné et donc on ne peut plus se fier à ce modèle-là, on ne peut plus juste se fier à notre intuition, on doit réapprendre ce qu'on a un jour su dans notre fitra, on doit le réapprendre aujourd'hui en se basant sur les bonnes sources et non pas uniquement sur notre ressenti, nos opinions ou encore moins ceux de notre famille ou notre société de manière générale. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. On verra, on en saura plus la prochaine fois. Ce n'est pas un sujet qui peut être traité en seulement 1 heure. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, Inch'Allah, mais rien de très compliqué et on verra que finalement ce n'est pas aussi compliqué qu'on aimerait le croire. Il faut juste quand même faire l'effort de réfléchir, d'apprendre tout simplement. Et puis voilà, c'est l'objectif aussi de ce podcast et de tout le reste de nos contenus sur Happy Muslim Family, que ce soit en lien avec la parentalité directement ou de manière générale à la famille. Et donc je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me le dire tout simplement, à me faire des commentaires, à vous abonner, tout ça, tout ça. Ça me ferait plaisir de le voir. Ça m'encouragerait à poursuivre, Inch'Allah. Et puis voilà, je m'arrête là. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.